Alors, bon matin à tous et à toutes. Nous allons vous parler d'accès santé ou du non-accès aux soins de santé au Québec. François Legault ne s'occupe pas de notre monde. J'ai eu l'occasion de le questionner cette semaine, notamment sur le cas de Louise, 70 ans, qui faisait suite à un article d'Emmanuel Latraverse du 25 octobre dernier. Louise, 70 ans, a été en somme diagnostiquée d'un cancer en janvier 2022. Et pour résumer sa situation où elle a été 2 fois annulée pour une intervention chirurgicale, la 3e fois aura été la bonne, mais malheureusement pour Louise, 11 mois après le diagnostic, on est loin du 56 jours du délai scientifique pour opérer une personne atteinte d'un tel cancer. C'est le cancer des ovaires. Et malheureusement, le cancer aujourd'hui est toujours présent et elle devra vivre avec la chimiothérapie. Alors, des cas comme Louise, il y en a des centaines au Québec, des Québécoises et Québécois qui ont un diagnostic de cancer et qui sont hors délai, qui n'ont pas accès aux soins essentiels qui est une opération. Ça parle beaucoup et ça traduit par un témoignage très tangible. Ce n'est pas le seul le cas de Louise, mais ça traduit très clairement l'échec de François Legault qui ne s'occupe pas de notre monde en santé, qui est dans sa 7e année puis qui ne sait plus quoi faire pour essayer d'améliorer l'accès à la santé, ce qui est un échec retentissant. Et encore une fois, malheureusement, on parle ici de vie brisée. Je vais maintenant céder la parole à notre collègue André Fortin. Merci, Marc. Effectivement, M. Dubé va faire le bilan de son plan santé aujourd'hui, mais les Québécois le vivent au quotidien, le bilan de Christian Dubé et du gouvernement de la CAQ. Et l'épisode malheureux de Louise auquel faisait référence Marc il y a quelques instants, elle a subi une des périodes d'attente pour avoir accès à son traitement. Les patients au Québec, là, ils doivent attendre pour voir leur médecin, s'ils en ont un. Ils doivent attendre ensuite sur une liste d'attente pour voir des spécialistes. Ça, c'est le tableau, en fait, que je vous ai présenté au retour en septembre. Et vous savez, M. Dubé nous dit toujours « Ah, les périodes estivales, c'est difficile ». À ce moment-là, il y avait 857 000 patients sur la liste d'attente pour avoir une consultation avec un spécialiste. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, il y en a 870 000. Mon point, c'est que la situation ne s'améliore pas. Les gens attendent plus longtemps pour voir leur médecin, plus longtemps pour voir un spécialiste, plus longtemps pour obtenir leur chirurgie. Il est là le bilan de Christian Dubé. Alors, quand il nous dit « vous nous jugerez sur des résultats », bien, les résultats, ils ne sont pas au rendez-vous, ils ne sont pas à la hauteur des attentes des Québécois, ils ne sont pas à la hauteur du 60 milliards de dollars qu'on confie à Christian Dubé à chaque année comme contribuable québécois. Et ça se reflète dans le dernier rapport annuel du ministère de la Santé qui disait très clairement que Christian Dubé rencontrait 3 de ses 34 objectifs. Pour la première ligne, est-ce que les choses se sont améliorées avec l'arrivée du GAP sur M. Dubé? La réalité, c'est qu'au moment du GAP, et là, je vais parler pour des gens qui en ont le plus besoin. Là. Au moment du lancement du GAP, Christian Dubé nous a dit « Oui, mais on va quand même prioriser que les gens qui sont aînés, les gens qui ont des conditions particulières très difficiles, puissent avoir accès à un médecin de famille. Ces gens-là, ils en ont besoin. » Et on l'a appuyé là-dedans. Il avait raison. Mais la réalité, c'est que ça ne se traduit pas dans la vie de ces patients-là en ce moment. Il n'y a pas ces gens-là là, qui devaient avoir accès à un médecin de famille, pas à une clinique, pas à du sans rendez-vous, qui devaient avoir accès à un médecin de famille. Ils ne l'ont pas en ce moment. Alors, effectivement, là, la première ligne pour beaucoup de gens, des aînés, des gens avec des conditions chroniques, elle n'est pas au rendez-vous en ce moment. On va faire son bilan cet après-midi. Là. C'est quoi la note que vous lui donnez? Parce que vous le connaissez, le bilan, là, vous le suivez le réseau. Moi, je ne lui donne pas de note bien précise, mais je note que quand on rencontre 3 de ces 34 objectifs, c'est un échec. Là. Et ce qu'on demande à Christian Dubé, au minimum, c'est d'avoir une vision claire. Et au cours des derniers jours, des dernières semaines, il nous a présenté tout le contraire. Il y a eu cet épisode-là où pendant plusieurs jours, on a laissé planer la possibilité qu'on retirerait les médecins aux gens qui sont en santé au Québec. On a eu l'épisode de cette semaine où Christian Dubé nous disait « Ah, je veux sevrer l'utilisation du privé par l'État. » Et quelques heures plus tard, il a complètement changé d'idée. Il y a eu l'épisode où, dans les pages du Journal de Montréal, il disait « Je veux abolir le mécanisme pour attitrer des médecins en région. »
Et le lendemain, il nous disait ici en Chambre, non, c'est pas vraiment ça que je veux faire. On n'a aucune idée d'où Christian Dubé veut s'en aller, parce que Christian Dubé semble avoir aucune idée d'où Christian Dubé veut s'en aller. Alors, on lui demande au minimum d'avoir une vision claire pour les Québécois. L'enceinte de Santé Québec pourrait aider à définir davantage la vision du gouvernement? Mais de la façon que le gouvernement nous explique Santé Québec, c'est pas ça leur rôle. Le rôle de Santé Québec, c'est l'opérationnalisation, c'est-à-dire comment on traite les gens au quotidien. Mais la vision, l'orientation, ça appartient encore, si on comprend bien le plan de match du ministre, au ministère de la Santé, donc au ministre de la Santé. Alors, c'est de lui qu'on a besoin de ça et c'est lui qui se présente devant les Québécois en disant « Moi, je vais avoir des résultats pour vous. » Et en ce moment, ces résultats, ils ne sont pas au rendez-vous. Sur le rapport de Mme Mignolet, M. Tanguay, il y a un des aspects qui touche le parti. Il y a des aspects sur le député, mais sur le parti également. Là, quand Mme Mignolet dit, entre autres, que la liste, la coalition, pardon, merci, est disponible pour les employés du bureau de comté des députés de la CAQ. Qu'est-ce que ça vous inspire comme façon de travailler? Parce qu'elle dit clairement, Mme Mignolet, que tout le monde doit être traité de la même façon. Tous les commettants de chaque député dans chaque comté doivent être traités de la même façon. Oui. Son dernier paragraphe est très clair. Ça n'a pas sa raison d'être. Quand vous êtes député, vous n'êtes pas là pour faire du pointage. Elle dit 233, dernier paragraphe, 233e, « J'exhorte donc le parti, à part de la CAQ, ainsi que toute autre formation politique, le cas échéant, à mettre en place immédiat les mesures nécessaires pour que leurs députés et leurs membres de leur personnel n'aient pas accès dans l'exercice de leurs charges et de leurs fonctions, à plus forte occasion, à l'occasion de traitement de dossiers, aux renseignements de nature partisane. » Alors, ce n'est pas la place pour faire du partisan. Et quand tu es député, tu n'es pas là pour faire du pointage. De la liste pour décider à la face du client comment on va répondre à la demande? C'est parce que quand vous êtes dans le bureau de comté, puis j'ai lu attentivement le rapport de Maître Mignolet, puis elle l'explique bien, vous avez accès à une information qui est confidentielle, à savoir un citoyen qui vient vous demander de l'aide dans un dossier. Vous ne pouvez pas, du même souffle, prendre cette information-là confidentielle qui appartient qu'à l'Assemblée nationale et dans laquelle vous devez œuvrer à titre d'employé de l'Assemblée nationale ou de député. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour des fins partisanes puis dire, bien, je vais faire un pointage. Et là, à plus forte raison, pour dire, bien, écoutez, si vous voulez parler au ministre, c'est un 100 $. On est revenu sur cet épisode-là des 100 $. Hein. Rappelez-vous, la CAQ, puis là, jusqu'à preuve du contraire, il continue de ne pas faire de financement. On me corrigera si j'ai tort. Mais payer 100 $ pour avoir accès à un ministre dans un cas de comté, ça aussi, là, c'est un élément qui est condamnable. Écoutez, là-dessus, n'a pas été blâmé là, par la commissaire, mais est-ce que vous nous garantissez qu'au Parti libéral, les employés des bureaux de comté n'ont pas accès à une liste partisane? C'est pas, effectivement, c'est pas la place pour faire ça. C'est pas la place pour faire ça. Dans les 125 comtés au Québec, bien, 125 comtés, les 19, potentiel. Les 19 que vous avez, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. C'est la consigne très claire. Est-ce qu'il y a un risque peut-être disons, de hiérarchiser les demandes des citoyens en fonction de leur allégeance politique? Est-ce que c'est ça que vous dites? Ça n'a pas sa raison d'être, effectivement. Alors, le risque, c'est que vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas faire du partisan au bureau de comté. Vous ne pouvez pas utiliser l'information confidentielle et privilégiée que vous avez dans une relation d'aide pour essayer de mettre à jour votre pointage. Le pointage, là, tu ne fais pas ça au bureau de comté. M. Lévesque demeure au sein du caucus, par contre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision-là? Est-ce qu'il n'aurait pas dû être exclu? Parce que c'est sévère, le blanc. Oui, tout à fait, c'est assez sévère. Et vous savez, l'article 41, la commissaire Mignolet a reconnu deux choses, qui avaient tenté de tromper la commissaire de 1 et de 2, entravé. Puis là, on a tous les faits qui s'est passé. Alors ça, c'est une question très sérieuse qui relève de François Legault. Je pense que la question très sérieuse, à savoir est-ce qu'il doit rester dans le caucus, François Legault doit se la poser. Il se l'a posé, puis il reste. C'est non, il reste. Ça vous dit quoi? Ah, mais écoutez, ça sera à lui à justifier ça. Ça sera à lui à justifier ça. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? C'est sa décision, c'est sa décision. La question... L'airiez exclu, vous? La question très sérieuse se serait posée, mais chose certaine, les cas, le cas relaté de M. Lévesque, chose certaine, dans notre caucus, c'est pas ça qui arrive, puis c'est pas ça qui est arrivé. C'était assez troublant de lire ça. La façon dont il a interagi avec la commissaire à l'éthique,
assez troublant. Pour les libéraux, les manquements à l'éthique, c'est tolérance zéro. Écoutez, chaque cas est un cas d'espèce. Je ne veux pas faire d'hypothèse sur des cas qui n'existent pas parce que nous, on se comporte bien, puis nous, on ne fait pas de telles choses. Mais évidemment, c'est des questions sérieuses, des questions d'éthique, puis ça revient toujours à la question qui relève du chef. Est-ce que la personne mérite de continuer d'être au caucus ou pas? Du caucus, mais M. Duhem, par exemple, du Parti conservateur, hier, est allé jusqu'à demander la démission de M. Lévesque. M. Duhem, il y aurait tellement ça qu'il y ait un trou qui se fasse pour essayer de rentrer à l'Assemblée nationale. Fait que je pense que c'était guidé par ça. Surtout de voir qu'il n'y a pas de blâme pour l'instant dans tous les dossiers qui ont été traités par le commissaire sur le financement, sur l'idée justement de ces cocktails-là où on dit ben viens, paie pour rencontrer un ministre. Pour l'instant, le commissaire n'a pas trouvé de poignée là, pour blâmer qui que ce soit. Chose certaine, la question a été mise en suspens depuis que François Legault a dit ben c'est pas compliqué, on va arrêter de ramasser des 100 $. Mais, chose certaine, on peut voir là, c'est un cas additionnel. Alors, est-ce que la CAQ est capable de faire du financement en respectant la loi? Jusqu'à maintenant, la réponse, c'est non, parce que François Legault n'a pas réactivé les cocktails de financement. Alors, c'est à lui à répondre de cela. Nous, on respecte la loi. Est-ce que vous demandez à la CAQ de retirer la coalition de leur bureau de comté? Bien, c'est la commissaire qui le demande, article 233. Bien, clairement, nous, on demande à la CAQ de respecter l'opinion de la commissaire à l'éthique, qui, dans son dernier paragraphe que je vous ai lu, le demande très clairement. Coalice n'a pas d'affaires dans un bureau de comté. Juste pour être... Vous êtes encore contre le troisième lien? Excusez-moi? Vous êtes encore contre le troisième lien, autoroutier entre Québec et Lévis? Ça n'a pas changé. Parce que votre député, Fred Beauchemin, oui, lui, a dit qu'il était favorable. Bon, je comprends, M. Beauchemin est candidat à la chefferie, mais à quel point un candidat à la chefferie qui est aussi député peut se permettre de prendre des positions qui sont contraires à celles du caucus? Parce que là, c'est la deuxième en peu de temps. Il y a eu les écoles confessionnelles, puis maintenant, la question du troisième lien. Est-ce que ça ne vous pose pas dans une situation embarrassante? Non, il le peut, au même titre que les 4 autres candidats déclarés à la chefferie. Et de tant et aussi longtemps que c'est fait clairement en disant, à titre de candidat à la chefferie, si d'aventure j'étais élu, voici ce que je proposerais aux membres. Tant que c'est fait de façon très distincte, et je constate que dans les cas d'espèce, bien, M. Beauchemin, Fred, respecte les décisions et les positions de caucus qui sont prises. Maintenant, comme candidat à la chefferie, il y a évidemment la liberté de se prononcer, puis c'est les membres qui vont juger. Parce que vous avez tellement ridiculisé cette idée-là, le troisième lien, en citant les nombreuses études incluant celles de la CDPQ, d'avoir quelqu'un dans votre caucus qui lui dit qu'il est d'accord, c'est pas difficile de conjuguer ça? Bien, c'est le deuxième candidat à la chefferie qui le propose. D'autres vont arriver avec des questionnements à voir est-ce qu'on doit réviser. Alors, c'est sain, c'est normal. C'est sain, c'est normal. Puis c'est les membres qui vont juger. Hein. Vous allez vous retrouver à défendre ça, le troisième lien? Je ne ferai pas de... nous expliquer que c'est la meilleure chose au monde. Ça, c'est de la politique fiction. C'est les membres qui vont décider. Hein. Je veux dire, il n'y a pas encore eu de débat. On va avoir 5 débats nationaux. Là. On va avoir des débats intéressants. Tout un chacun devra justifier pourquoi, avec les informations que nous avons. Puis les membres vont décider. Mais je ne ferai pas de politique fiction en ce sens-là. La manchette, ça pourrait être Marc Tanguay, ministre des Transports, défendre le troisième lien. C'est une parenthèse. Est-ce que c'est éthique de ne pas régler ces dossiers avec le fisc? Pardon? Est-ce que c'est éthique de ne pas avoir réglé ces dossiers avec le fisc? De façon générale, je l'ai déjà dit, chaque personne doit payer ses impôts, très clairement, et c'est important. Il y a un candidat qui risque de se pointer à votre congrès en fin de semaine qui a visiblement pas réglé son dossier. Wow. Est-ce qu'il est bienvenu? Évidemment, oui, de un. Et de deux, je vais le laisser, lui, nous informer, le cas échéant, des développements dans ce dossier-là. Mais il est clair que tout un chacun doit payer ses taxes et impôts. Il s'est autoproclamé candidat dans Bellechasse. Est-ce que c'est le choix du parti? Ou... Je vais pas... chaque candidat, encore une fois, à la chefferie a le droit de faire des propositions et de s'imaginer, évidemment, chef et de s'imaginer candidat. C'est normal, c'est sain, mais ça lui appartient. Je ne ferai pas encore de politique fiction parce qu'on n'en sortirait plus. C'est pas sûr que M. Coderre va être candidat dans le vous lui demanderez. Moi, vous représentez le parti plus j'ai pas vocation de commenter ça. C'est à lui à expliquer ce qu'il propose aux membres, puis les membres jugeront. Il propose aux membres d'être candidat dans Bellechasse? Oui. Donc, sa proposition n'engage pas le parti, dans le fond, ça. Bien, chaque candidat à la chefferie
elle va arriver avec des propositions qui, au départ, n'engagent pas formellement le parti. C'est suite à la course à la chefferie qu'on va savoir qui est élu et qui, à ce moment-là, va devoir rassembler tous les membres et devoir nous Le chef, il allait se présenter pareil dans Bellechasse. Il peut l'affirmer, il n'y a pas de problème là-dedans. Vous savez, des gens ont des ambitions, puis c'est bien correct, puis il y aura un processus qui sera en place, mais on n'est pas rendu là. On pourrait se garder une liberté puis dire, ben moi, c'est peut-être pas ce candidat-là que je veux. Comme dans tous les comtés, d'ailleurs. De tout temps, il y a des processus en place qui seront respectés là aussi. M. Girard a annoncé qu'il allait avoir la mise à jour budgétaire hier. Oui, 21 novembre. C'est ça. Et puis là, lui, il dit qu'avec l'élection de Trump, là, pour les projections économiques en 2025, ça ajoute un petit peu d'incertitude, mais c'est dans la marge d'erreur. Et il y a Desjardins qui dit que les tarifs, là, ça pourrait provoquer une récession. Est-ce que vous pensez que M. Girard, il prend ça au sérieux? Est-ce que vous croyez qu'il doit retourner à la table à dessin pour ses projections économiques? J'aimerais savoir la définition de la marge d'erreur d'Éric Girard. Parce qu'en 2023, lorsqu'il nous a dit que le déficit allait être 3 milliards, finalement, 2 mois après, c'était 11 milliards. Alors, la marge d'erreur d'Éric Girard, de combien est-elle? Puis là, en passant, une mise à jour, là, c'est fait pour avoir un portrait clair et précis, qui ne nous refasse pas l'exercice bidon qu'il a fait la dernière fois, où il a dit « Hey, ça va être un déficit de 3 milliards ». Puis en janvier, 2 mois et demi après, hey, c'est 11 milliards de dollars. Vous attendez-vous à avoir le plan de retour à l'équilibre budgétaire le 21? On l'espère, on le souhaite, on le demande depuis le début. Ça, on devrait déjà l'avoir. Alors, à lui de nous dire où est-ce qu'ils s'en vont, là, avec leur ski dans le bain. De Laval, qui est pointé du doigt par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. C'est une autre tuile là, qui s'abat sur ce... Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, on en a beaucoup parlé, notamment la semaine passée. On va pas lâcher le dossier avec Brigitte, notre députée, qui fait un remarquable travail là-dessus. C'est excessivement préoccupant. Puis là, j'entends qu'on a, oui, changé la directrice nationale de la protection de la jeunesse, mais ça prend un ministre qui est pleinement responsable. Il parlait d'un changement de culture. On n'est même pas rendu à la moitié de la mise en application des recommandations de la commission Laurent. On veut un gouvernement qui, là aussi, arrive avec des résultats, mais malheureusement, on le sent, on ne l'a jamais senti vraiment, Lionel Carman, je ne sais pas pour vous autres, en contrôle de son ministère, en contrôle de quelque chose. C'est l'indignation puis l'appel à la police. Indignation, appel à la police. Vous avez mentionné les blocages, le manque de main-d'œuvre en santé au début de votre conférence de presse. La mise à jour budgétaire s'en vient. Est-ce que vous attendez à avoir des sommes dédiées à la rémunération des stages, notamment en santé? Là? Nous, on demande la rémunération des stages. Ça, c'est un combat qu'on a mené au Parti libéral du Québec. On va voir ce qu'il va annoncer à la mise à jour économique. Nous, on s'attend à ce qu'on ait un portrait clair, lucide, et tangible et complet de la situation économique du Québec. Pour le reste, les mesures, ça fait partie d'une de nos demandes très clairement. Il serait bien avisé de la mettre là-dedans, mais chose certaine, ça, le reste, ça lui appartient, ce qu'il va mettre là-dedans, mais on veut un portrait clair complet. Tu vois les stages, les domaines les plus importants ou à rémunérer en premier? Mais je pense qu'au départ, sur le principe, là, indépendamment de ce que vous faites, sur le principe, tout stage devrait être rémunéré. Et c'est ça le message qu'on envoie. C'est pas normal que l'on ait une force de travail qui ne soit pas reconnue. Et ça met dans la précarité des étudiantes et des étudiants, notamment. On healthcare, Mr. Fortin, this idea of using the notwithstanding clause to force doctors into the public sector, is this something that you think could actually work? Well, to be quite honest, we did say that on the objective of having doctors work in the public sector and in Quebec, the objective is I used the term louable, but worthwhile. But the ways of getting there need to be discussed. And I do notice that Ontario just proposed a plan to keep their doctors in the healthcare network in Ontario, in the public healthcare network in Ontario. And at no time did they ever invoke the need to use the notwithstanding clause. So it almost seems like François Legault is looking for a reason to use the notwithstanding clause, but this, to us, is if Ontario can do it without invoking the rights in the Charter, then there's no reason that Quebec would need to as well. And when it comes to
Minister Dubé's overall healthcare plan. We're expecting to hear from him at 1 p.m. giving an update. What grade would you give him on his work and on this so far? Well, in his last report issued by the Ministry of Health itself, Minister Dubé met 3 of his 34 objectives. If he thinks that's a success, we are not on the same page. To us, it's a very clear failure. Quebecers are living the failure of Christian Dubé on a day-to-day basis. There are people this morning who are waiting up to 10 hours in emergency rooms across the province. He promised 90 minutes. There are people who are, more and more people who are waiting to get to see a doctor. There are more and more people who are waiting on wait lists to see a specialist doctor. There are people who are waiting well beyond the medically acceptable times to get their surgeries. Those are all things that he promised to address and he failed to address. And Mr. Tanguay, just quickly on this, the very existence of this so-called coalist, Yeah. what do you make of the fact that this exists? Is this at all concerning? And it is concerning, and this is a clear message at the end of his report tabled by Maître Mignolet. CAQ should get rid of Coalis within the MNA's office, clearly. It's not the place for partisan work, and that's the end of the very important report tabled again by Mrs. Mignolet, asking the CAQ to get rid of Coalis. We're reading in Radio-Canada this morning about Northvolt, the Inflation Reduction Act. There could be some problems down the road, potentially. What are your thoughts, and you know, when you see this situation, what are you thinking? We have, of course, very concrete preoccupations. What will be the end result of Mr. Trump's election? It's going to be, I think, a bumpy road in terms of the economy. We still have to renegotiate the free trade agreement by 2026. And again, all those very, very importance will have to be addressed. And I hope and I'm counting on the leadership of the Quebec within the Canadian Federation to be able to have a common strategy and to try to build bridges with our partners on the south side of the border. It's very important, and it goes with our capacity to create wealth in order to pay for our public services. Merci.